La paye en France, c'est un sujet qui fait très peur aux différents entrepreneurs. Donc la paye, même si on considère que c'est une activité accessoire dans les cabinets, c'est une activité qui est hautement stratégique parce qu'elle permet de développer et de fidéliser les clients, tout simplement. Dire à un client qui vous demande pourquoi on a fait ci ou ça, lui répondre c'est le logiciel qui a calculé, il n'y a rien de mieux pour angoisser le client. Le client, lui, ça lui prend la tête de devoir faire des devoirs pour que le gestionnaire de paye puisse produire des payes. C'est un travail supplémentaire qu'on lui rajoute pour pouvoir faire des payes. Donc le client, ça le saoule, clairement. Mais les gestionnaires de paye, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui le vrai copilote du dirigeant d'entreprise. C'est lui qui parle le plus souvent au dirigeant d'entreprise, c'est pas le collaborateur comptable et encore moins l'expert comptable. C'est grâce à la paye que les cabinets auront des clients et c'est à cause de la paye qu'ils en perdront. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle masterclass parce que j'en ai marre de voir des fiches métiers sur Internet où on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas assez concret. On va aujourd'hui aborder un métier très important dans les cabinets comptables qui est le job de gestionnaire de paye en cabinet. Et pour ce faire et pour animer cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Attali qui est déjà venu dans ce podcast et en plus... je ne sais pas à quel moment ça va sortir, mais en tout cas, vous avez un épisode de Samuel avec son associé directement, ou avec l'un de ses associés qui est venu sur le podcast Counter pour faire des masterclass sur l'association, la gestion des ressources humaines, le management. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ça. Aujourd'hui, on aborde la gestion de la paye en cabinet. Salut Samuel, ravi de t'accueillir. Salut Nicolas, merci beaucoup pour ton invitation. Toujours un plaisir d'être avec toi. Merci. Alors Samuel, j'aimerais qu'on aborde concrètement c'est quoi le job de gestionnaire de paye en cabinet et qu'est-ce qu'on en fait. Certains cabinets ont peur de la paye parce qu'ils se disent « Oh là, c'est une vraie galère à chercher, etc. » Toi, dans ton histoire aussi, c'est une expérience complètement différente. La paye, c'est quelque chose que tu as touché très vite. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer l'environnement de la paye dans les cabinets pour qu'on puisse un peu tout comprendre tout ça? Bien sûr, alors pour comprendre en fait la paye aujourd'hui, il faut remonter quelques années en arrière, quelques décennies en arrière et comprendre comment était gérée la paye à l'époque en cabinet. Au cours des précédentes décennies, on avait des entrepreneurs qui allaient voir leur expert comptable pour qu'ils puissent gérer tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la comptabilité. Et parmi ces sujets, on avait la paye. Sauf que donc on avait un collaborateur comptable qui gérait dans le cadre de l'accompagnement de ses clients, il gérait à la fois la paye et la comptabilité de ses dossiers. Et donc tous les mois, il faisait à la fois les déclarations de TVA, la mise à jour de la comptabilité, l'établissement des bulletins de paye et les déclarations sociales, à l'époque, qui se faisaient sur papier. Sauf que, c'est un secret pour personne, le droit du travail s'est complexifié au fil des années. Et là, du coup, vu que le droit du travail se traduit majoritairement dans la fiche de paye, donc la fiche de paye en elle-même s'est complexifiée. Ce qui s'est passé, c'est que les cabinets ont vu qu'il y a eu une telle complexification que les collaborateurs n'arrivaient plus à se mettre à jour et à suivre en termes de formation et de monter en compétences à la fois sur la comptabilité et sur la paye. À cela s'ajoutait le fait que les échéances en fait s'enchaînaient parce que un mois était rythmé par des échéances à la fois compta, mais aussi paye, puisque dès qu'on finissait les TVA, il fallait lancer les payes. Dès que les payes étaient finies, il fallait mettre à jour la comptabilité, il fallait faire les déclarations sociales et on repartait pour un cycle. Ce qui fait que c'était intenable pour les collaborateurs de gérer ça. Et donc, les cabinets ont eu la bonne idée de polariser ces deux compétences. Et donc, c'est là où, au début des années 2000, pour les plus précurseurs, mais surtout fin des années 2000 pour la majorité des cabinets, on a vu que les cabinets commençaient à structurer leurs activités avec un pôle comptabilité, fiscalité et juridique et un pôle social. Et donc, les profils de collaborateurs différés, c'est là où est né réellement le profil de gestionnaire de paye. Parce qu'avant, on ne parlait pas de gestionnaire de paye, on parlait de collaborateur comptable qui faisait la paye. Sachant que c'est deux métiers totalement différents, et donc il faut mobiliser des compétences qui n'ont rien à voir. Exactement, mais en fait, auparavant, c'était pas si compliqué que ça, donc ça nécessitait pas autant de technicité. Donc un collaborateur comptable qui n'était pas expert de la paye pouvait largement établir une fiche de paye correctement. Sauf que maintenant, c'est tellement compliqué qu'on parle d'un métier à part entière. C'est pour ça qu'on parle pas de collaborateur de cabinet, on parle de gestionnaire de paye. Et c'est un métier complètement qui n'a rien à voir avec la comptabilité. On peut être un très bon comptable, enfin plutôt un très bon gestionnaire sans connaître en comptabilité. L'inverse est un peu moins vrai, mais on peut quand même s'en sortir. Donc là, aujourd'hui, dans les cabinets, on a des gestionnaires de paye qui gèrent toute la partie sociale de l'entreprise, et sociale avec un grand S,
Ça peut comprendre, en fonction de la stratégie des cabinets, de la gestion de la paye pure, mais ça peut aller parfois jusqu'au RH et au conseil client sur les sujets de droit du travail et RH. Mais en tout cas, c'est une activité qui est complètement distincte de l'activité de comptabilité. Dans le podcast qu'on a fait avec Benjamin, qui est ton associé aussi, on aborde l'ensemble des activités que vous avez dans votre cabinet. Pour ceux qui suivent uniquement cette vidéo, pour information, le cabinet de Samuel, c'est entre 600 et 650, enfin, à peu près 600 clients que vous avez. Ça fait 5 ans que vous existez. Vous êtes 35 dans le cabinet et vous avez plusieurs typologies d'activités, dont l'activité paye. Comment vous l'avez structuré et qu'est-ce que les collaborateurs de paye font directement dans votre cabinet? Comme ça, on a directement les cas d'usage, quoi. Alors ouais, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis retrouvé dans la paye un peu par hasard, puisque moi, je suis arrivé sur le marché du travail au début des années 2010. Donc, les cabinets étaient déjà structurés par pôle. Mmh. Et donc, moi, comme j'avais vocation à devenir expert comptable, j'ai pris la tangente comptabilité. Je suis rentré dans le pôle compta fiscal et juridique. Et donc, je savais même pas lire ma fiche de paye pendant des années. Et un jour, lorsque je commençais à quitter mes employeurs actuels, un peu avant que je sois, enfin mes employeurs de l'époque, avant que je sois diplômé, au détour d'une conversation quelques mois après, il y a un des associés qui me dit: «On n'arrive pas avec le pôle social». La chef de mission, qui était une tueuse à gages de la paye, avait démissionné pour raison de burn-out et ils n'arrivaient plus à stabiliser les effectifs. Et ils me disaient: «On va vendre cette activité». Je connaissais des gens autour de moi qui savaient faire un peu de paye. Je leur ai dit: «Si vous voulez, moi j'ai des gens dans mon entourage qui peuvent vous aider à reprendre l'activité. Je vous conseille de me laisser 6 mois. Si au bout de 6 mois j'arrive, ben, je deviendrai votre sous-traitant paye. Si ça Mmh. marche pas, ben, vous vendez. Au pire, vous aurez perdu 6 mois». Et on a eu la chance de créer une super équipe, un premier noyau dur de collaborateurs qui avaient un peu d'expérience en paye, pas beaucoup. Et autour de ces personnes-là, on a construit un projet de paye. Et la première décision, c'était de prendre le meilleur outil pour pouvoir faire de la paye. Et à l'époque, on était dans les années 2016-2017, c'était Silae. Et donc, la première action qu'on avait réalisée, c'était de quitter, à l'époque, Koala pour passer sur Silae, pour compenser les carences des personnes par l'outil. Mmh. Et c'était le choix stratégique qui nous avait permis de remporter le défi et de lancer cette activité de paye qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Hyper clair. Donc ça, j'ai bien compris. Du coup, si on projette, quelqu'un qui, voudrait s'initier à la paye ou faire de la paye ou voudrait comprendre ce job directement dans un cabinet, heu, raconte-moi un peu l'histoire de ton cabinet justement avec, la partie paye aujourd'hui. Comment c'est structuré? Comment c'est staffé? Comment c'est géré? Comme ça, on a vraiment une visibilité globale. Ok, donc quand on a commencé à faire de la paye, on a pris le modèle classique des cabinets, on a fait un copier-coller. On avait des gestionnaires de paye qui accompagnaient les clients. On avait même sur le plan financier, un business model qui était très basique, qui était un prix à la paye qui comprenait tout. Et Donc quand il comprend tout, c'est la réalisation des bulletins, des alors, déclarations? justement, quand on dit il comprend tout, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il comprend. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On a un prix qui est un prix quand même qui nous permet d'avoir une récurrence intéressante, mais on ne sait pas trop ce que ça comprend et même le client ne le sait pas. Et c'était un des problèmes qu'on avait soulevé au fur et à mesure du développement de cette activité. Et ensuite, quand on a commencé à développer cette activité, on voyait que quand même, c'est une activité de volume. Donc, on produit des bulletins quand même à la chaîne. Et si on n'a pas des process et une stratégie hyper bien structurée, hyper bien cadencée, ben, le développement se fera mécaniquement au détriment de la qualité. Et c'est tout ce qu'on va éviter, surtout sur la paye, qui est ultra sensible pour les cabinets, pour les dirigeants d'entreprise. Donc, nous, le premier choix qu'on a réalisé, c'était en 2020, lorsqu'il y a eu la crise Covid. Les textes de loi partaient dans tous les sens, les dispositifs RH partaient dans tous les sens. Et les gestionnaires de paye ont fini la première phase fin 2020 sur les rotules. Et en fait, on s'est dit, mais les gestionnaires de paye, c'est des profils à la base qui sont techniques. On leur demande de conseiller les clients. Mais il n'y a pas match finalement parce que ça fait appel à deux compétences qui sont généralement peu complémentaires. Pour résumer un peu, généralement, on a soit une appétence pour la technique, soit une appétence pour l'accompagnement, la pédagogie, la relation client. Mmh. Et nous, on le voyait sur nos profils, on voyait qu'on avait des personnes qui, moins ils parlaient aux clients, mieux ils se portaient, mais qui adoraient trifouiller dans l'outil et se poser les questions, chercher dans les textes de loi ce qui se passait. Et on avait d'autres personnes qui, ça leur prenait la tête de rentrer dans le fond des problèmes, mais ils adoraient parler avec les clients, s'approprier leurs problèmes et leur trouver des solutions. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, donc le RH, c'est un métier à part entière, on ne peut pas leur demander de conseiller, alors que eux, c'est des techniciens. Mmh. Et donc, on a décidé de faire rentrer un responsable RH qui allait permettre de soulager les collaborateurs, les gestionnaires de paye sur les sujets RH de leurs clients,
ça allait permettre d'augmenter le niveau d'accompagnement sur ces sujets-là côté client. Et même sur le plan financier, ça allait permettre au cabinet de justifier un surcoût additionnel puisque ce n'est pas les mêmes compétences qui intervenaient. Ok, hyper Donc clair. ça, c'était le premier choix qu'on a réalisé fin 2020. Et ensuite, dans une deuxième phase, en 2022, on a décidé dans la gestion de la paye de créer des binômes pour 2 raisons. Première raison, c'est celle que j'évoquais avant, c'est qu'on avait des gestionnaires de paye qui étaient plus portés par la relation client et d'autres plus par la technique. Mais à chaque fois, ça se fait lorsqu'on a un seul gestionnaire de paye qui est en front côté client et qui gère le client. Ben, soit il a une super relation, mais il y a quand même des coquilles dans la paye. Soit il y a une super paye, mais la relation n'est pas folle. Donc, on a créé des binômes pour justement pallier ce problème-là, mais aussi pour répondre aux inquiétudes des clients, de se dire comment on assure la continuité de la qualité de la paye en cas de départ de l'employé ou en cas d'absence, de maladie, peu importe. Donc, pour ces 2 raisons, on a créé des binômes, un profil plus technique que l'autre et un profil plus relationnel que l'autre. Ok, hyper clair. Donc dans le profil plutôt technique, donc là c'est pour vraiment apporter la valeur au client, pour qu'il se dise, ok, j'ai des payes justes, et si j'ai un problème ou une question, du coup j'ai les responsables RH qui jouent qui fait office de relation en disant, bah écoute, tu veux recruter un CDD, tu as un problème avec un CDI, c'est comme ça que tu as une question, du coup moi je suis là pour te répondre. C'est ça C'est exactement ça. Ok. Et lui, après, le gestionnaire de paye, lui, c'est le technicien, par exemple, qui va gérer le solde de tout compte avec cette stratégie RH ou cette stratégie juridique qui s'est mise en place. Et c'est exactement ça. Et donc, vu que c'est des équipes qui sont à l'interne, donc la formation circule beaucoup plus facilement. Alors que quand il doit faire appel, si on n'a pas cette configuration-là, le client doit faire appel à son avocat. L'avocat, généralement, il aime bien faire la bagarre, donc il ne va pas forcément vouloir trouver une solution simple au client. Après, il faut comprendre, s'assurer que le client a bien compris la stratégie à mettre en place, que la communication redescende bien au niveau du gestionnaire de paye. Donc, il y a quand même beaucoup de friction. Là, on simplifie le schéma et avec un seul acteur, le client peut avoir réponse sur tous ces sujets qui touchent de près ou de loin au social. Hyper clair. Donc, concrètement, comment il fait la paye, lui, le gestionnaire de paye? C'est quoi son moi type dans un cabinet pour qu'on puisse vraiment projeter, lui, son job au quotidien? Ok, alors, de manière générale, il faut savoir qu'un gestionnaire de paye est responsable d'un portefeuille client qui peut être plus ou moins gros en fonction de la taille des dossiers. Ok. Donc, dans son rôle, le gestionnaire de paye doit assurer la conformité des payes, donc l'établissement des payes conforme sur le plan légal et conventionnel, et il doit s'occuper de tout l'aspect déclaratif, donc c'est tout ce qui vient une fois que la paye est terminée, pour pouvoir déclarer et que l'entreprise puisse payer les cotisations dues sur les salaires. Ça, c'est le premier volet, le premier rôle du gestionnaire de paye. Le deuxième, c'est de se positionner comme le copilote du dirigeant d'entreprise sur les sujets qui touchent à la paye et aux employés. Donc, généralement, la paye en France, c'est un sujet qui fait très peur aux différents entrepreneurs. C'est un sujet qui est complexe et sur lequel il y a des contrôles. Donc, il y a une certaine appréhension de la part des entrepreneurs sur ces sujets. Et en plus, ça peut être un sujet qui peut générer des tensions sociales dans l'entreprise. Donc, stratégiquement, c'est hyper important côté entrepreneur que tout soit bien géré. Donc, le client va se positionner comme le gestionnaire de paye, va adopter un rôle finalement de psychothérapeute du dirigeant d'entreprise sur les sujets de paye pour le rassurer, comprendre ses problématiques et l'aider à les résoudre. Ok, donc ça veut dire que les skills, en tout cas les compétences à développer pour devenir gestionnaire de paye, il faut aussi quand même rentrer dans la psychologie de l'humain. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es tout seul, tu es freelance ou tu es solopreneur, pas de problème, tout va bien. Mais dès lors que tu commences à rentrer ne serait-ce qu'une personne, même à temps partiel, alternance ou peu importe, entre guillemets, je dis pas que les problèmes commencent. Mais du coup, tu joues dans une autre partie. Et donc lui, il doit avoir ce rôle quand même de le rassurer. Mais comme c'est un profil quand même assez technicien, bon, c'est peut-être. Je suis en train de réfléchir en même temps hein, à ce que je veux illustrer, en tout cas avec ma question. Et donc, je m'excuse si je suis en train de broder. Mais pour moi, le but. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Ça veut dire que lui, il est face au client. Il doit avoir ce rôle de pédagogue, mais il est quand même un peu trop technicien. Donc, comment on fait pour justement trouver le juste équilibre? Est-ce qu'on lui donne 2 personnes en face de lui directement? Alors non, nous, généralement, l'idéal, je ne sais pas si c'est maintenant ou tout à l'heure qu'on parlera du gestionnaire de niveau 5, gestionnaire de paye de niveau 5. Pour moi, le gestionnaire de paye de niveau 5, c'est celui qui a le parfait équilibre entre la maîtrise technique et l'aspect relationnel. Et généralement, c'est très binaire, hein, on le voit.
On a soit des gens qui sont très portés, voire trop portés sur le relationnel, mais ils sont pas très techniciens. Et donc, ceux-là, on peut pas les laisser seuls parce que le but, c'est de sortir une paye juste Mmh. et eux, ils sont pas capables. Soit c'est de mettre à disposition des producteurs, mais le producteur, il est capable d'envoyer balader un client parce qu'il l'appelle au mauvais moment. Ouais, je vois. Ouais, je Donc, comprends bien donc l'idée. c'est assez compliqué. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en front côté client celui qui est bon dans la relation client et de lui adosser un producteur et donc de créer un binôme. OK, très clair. Donc, ça fait que celui qui gère la relation client, il a le temps déjà pour répondre aux clients et exceller dans ce qu'il aime faire. Il peut répondre aussi sur le plan technique parce qu'on prend quand même des gens qui ont un niveau technique assez avancé sur la paye. Mais dès que ça se corse un peu ou qu'il a besoin d'un soutien d'une personne plus poussée sur l'aspect technique, ben, il a son binôme producteur qui, lui, ne va pas parler avec le client directement, mais va pouvoir le débloquer sur ses problématiques. Du coup, pour, le gestionnaire de paye, prenons le cas d'usage d'un client, je sais pas moi, il a 10 salariés, comment il gère la paye et comment il réussit à faire la paye, de ce client-là? OK. Alors nous, on considère que tout passe déjà, le point de départ, c'est l'onboarding du dossier. OK. L'onboarding du dossier, c'est moi j'aime bien imager cela par la métaphore suivante. En fait, c'est comme si tu prenais un train qui est tout neuf, qui ne demande qu'à rouler, à bien rouler. Et toi, le but du jeu, c'est que tu dois le mettre sur les rails. OK. Et l'onboarding, c'est juste cette phase où tu prends le train et tu le mets sur les rails. Donc c'est extrêmement simple. Mais si c'est pas fait, ben, le train va être posé tordu et donc du coup, il va toujours avoir une démarche sinueuse et il sera jamais content et ça va créer que des frictions jusqu'à que ça déraille complètement. OK. Donc nous, on considère que la phase critique, c'est la mise en place du dossier. Donc quand on a un nouveau dossier, on prend le temps d'expliquer, de parler avec le client pour comprendre ses besoins, son business, et ça rejoint ce qu'on disait l'autre fois avec Benjamin. Sur la partie comptabilité, on doit s'intéresser au business du client pour comprendre ses enjeux. Parce que étant donné que c'est pas un connaisseur de la paye, si on lui demande de nous dire ce qu'il veut, lui, il sera limité par rapport à sa propre compétence et Ouais, sa propre carrément. connaissance, alors que ça se trouve qu'il y a des océans de problématiques qu'il n'a même pas identifiées et que nous, on pourrait identifier. Donc, c'est le laisser parler et pour qu'il explique son business. Et une fois qu'il nous a exposé tout ça, on va essayer de lui expliquer le mode de fonctionnement d'une gestion de la paye. Et donc, on va lui dire, ben voilà, on va vous transmettre un modèle de navette, s'il ne veut pas qu'on lui mette en place un outil de gestion de la paye, hein, de gestion RH. On va vous mettre ce qu'on appelle la fameuse matrice navette. Voilà nos processus. Quand vous avez tel événement, voilà ce qu'il faut faire. On va lui donner les règles du jeu qui vont lui permettre à lui et à nous de simplifier la relation de travail et supprimer les frictions potentielles qu'on pourrait avoir dans le quotidien. Comment, le gestionnaire de paye, il s'assure, tu vois, on a, plusieurs industries, plusieurs entreprises, plusieurs conventions collectives, un schéma juridique qui change, tout le temps. Comment il fait justement pour, apporter la justesse de la paye à chacun de ses clients? Parce que de mon histoire personnelle, j'ai pu voir que forcément il peut y avoir des problèmes. Parce que, le risque, c'est comme tu gères plusieurs typologies de clients et bah, j'ai presque envie de dire, c'est presque, tu as autant de paye possible que, de boîtes possibles. Clairement, et c'est le cas en réalité. Aucune paye ne ressemble de boîte ne ressemble à l'autre. Parce qu'il y a une granularité dans la législation en France qui se fait, qui est assez importante. Il y a près de 900 conventions collectives, donc ça veut dire en gros 900 droits du travail. Ouais, 900 règles de jeu différentes, Voilà, quoi. 900 règles du jeu différentes. Donc c'est ça qui complexifie les choses. Et pour pouvoir se rapprocher de la perfection, il y a plusieurs actions à réaliser. La première action, c'est de prendre un outil de production de la paye qui s'approprie le sujet de la mise à jour légale et conventionnelle. Mmh. Et c'est pour ça que SILAE a plié le game, comme on dit, il y a quelques années. C'est parce que c'est les premiers qui se sont dit, ben, c'est pas vous qui allez devoir mettre les taux à jour ou les conventions collectives à jour. C'est nous, on s'occupe de ça et vous, on vous met à disposition l'information. Donc, à partir de là, on a déjà une démarche proactive qui normalement est censée assurer la qualité de la paye sur le plan légal et conventionnel. Mmh. Maintenant, ça suffit pas parce que pour accompagner les clients, on peut pas se dire, ben, c'est le logiciel qui a fait ça. Pire réponse, et il y en a qui le font. Ouais, bah, du coup, Voilà, dire à un client qui vous demande pourquoi on a fait ci ou ça, ben, lui répondre c'est le logiciel qui a calculé, il y a rien de mieux pour angoisser le client. carrément. Voilà. Donc il faut à côté de ça une veille légale et conventionnelle et réglementaire aussi de manière générale qui est intégrée dans la démarche de fonctionnement de l'entreprise, du cabinet. Mmh. Il faut que le cabinet ait un référent ou deux référents ou des référents, tous ceux qui sont intéressés par la veille légale et réglementaire, qui puissent s'approprier toutes les nouveautés et s'assurer de les diffuser au sein du cabinet. Ça, c'est super important. Dans les cabinets de plus petite taille, il n'y a pas forcément de budget ou
ou de personnes qui s'approprient le sujet, c'est chacun qui le fait un peu. Le but, c'est que l'information circule et qu'on arrive à circonscrire le périmètre. Ok. Et ensuite, le troisième pan, c'est par l'organisation de formations sur des sujets bien précis d'experts de ces sujets-là. Donc, ça peut être par l'intervention de personnes tierces et extérieures à l'entreprise. Comment, du coup, vous arrivez à sortir les payes? C'est quoi votre stack technique, justement, pour réussir à fluidifier cette règle du jeu entre le client et vous, donc en l'occurrence le gestionnaire de paye? C'est quoi lui son rôle? Qu'est-ce qu'il va collecter comme information? Comment il va les collecter et comment il va produire la paye et les déclarations? Yes. Alors, pour bien comprendre, lorsqu'on doit faire une paye tous les mois, on ne peut pas, en tant que gestionnaire de paye, la faire seul de notre côté. On a besoin des instructions du client. Ces instructions, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les variables de paye. C'est tous les événements qui ont eu lieu dans l'entreprise au cours du mois passé et qui doivent impacter le bulletin de paye, soit sur l'aspect financier ou pas, ou sur les compteurs CP. Donc, nous, notre travail, ça va être d'aller récupérer ces informations. Historiquement, ça se faisait via l'envoi de mails par le client qui liste tous les événements survenus dans l'entreprise ou par tableau Excel. Les plus structurés utilisent un tableau Excel, ce qu'on appelle la fameuse navette de paye. Mais aujourd'hui, il y a des usages qui sont tout à fait différents et beaucoup plus user-friendly et qui créent une expérience utilisateur beaucoup plus agréable, à la fois pour le dirigeant d'entreprise, mais aussi pour les gestionnaires de paye de cabinet. C'est les SIRH. En fait, les SIRH, c'était des plateformes qui étaient utilisées par les grands groupes et qui maintenant se démocratisent sur le marché de la TPE-PME. Et donc, il y a certains acteurs qui ont su se démarquer sur ce créneau-là. Et nous, le but, pour essayer de digitaliser la transmission de ces informations et fluidifier ces échanges-là entre le client et le gestionnaire de paye, ça va être d'aller sensibiliser nos clients sur la pertinence d'utiliser ces plateformes-là. Et donc, il y a différents types de plateformes qui adressent généralement des marchés des segments du marché un peu différents. Et par exemple, on va avoir un Lucas qui va lui adresser les entreprises de plus de 50 employés parce qu'ils intègrent ils ont une ADN RH beaucoup plus poussée. Et alors aujourd'hui, il y a certains acteurs qui existent sur le marché de moins de 50. Mais à l'époque, nous, quand on a lancé cette activité, il n'y en avait pas. Donc, on a décidé de créer notre propre outil de SIRH qui allait permettre aux entreprises de moins de 50 employés de fluidifier la gestion de leur boîte, déjà sur le plan RH, mais aussi de fluidifier la remontée des informations de paye vers le gestionnaire de paye. Et cette plateforme, on l'a appelée Popay. Alors, cette introduction, elle est parfaite pour moi, justement. Je raconte un peu ma propre histoire personnelle. Moi aussi, à l'époque, j'ai un cabinet comptable et du coup, je lui demande de faire des fiches de paye. Et donc, forcément, tous les mois, je suis obligé de faire un espèce de template de mail avec, par collaborateur, le nombre de tickets restaurants, la prise des congés payés, la maladie. Je trouve ça horrible, complètement horrible. Et du coup, je me dis: «Mais c'est quoi les solutions qu'on peut trouver, les solutions alternatives?» Et c'est vrai que quand, quand on a parlé ensemble de Popeye et que moi j'ai vu le produit aussi, je me dis: «OK, en fait, cette galère que moi j'avais, avec un outil comme ça peut me faciliter». J'imagine que vous, du coup, forcément, vous l'utilisez aujourd'hui pour le cabinet et puis vous le déployez. D'ailleurs, petite information, Popeye, pour tous ceux qui veulent se former à cette solution, eh bien, sur la plateforme Counter, vous pouvez vous former gratuitement, directement à cette solution qui va vous aider à faire la gestion de la relation entre votre client et votre paye pour faciliter ce travail et pas vivre, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, et faire vivre aussi aux collaborateurs que j'ai en face de moi cette vraie galère, quoi. Parce que moi, j'étais, je pense que j'étais horrible pour lui, quoi. Tu sais, je l'appelle à n'importe quel moment. Non, mais attends, mais t'as pas pris en compte cette variable. Ah, mais en fait, j'ai oublié de t'envoyer ce truc-là. Et du coup, lui, il a déjà sorti sa paye et c'est super galère. C'est super galère. Et en fait, cette expérience-là que tu as vécue avec la casquette d'entrepreneur, moi, je l'ai vécue en tant que collaborateur. Un jour, je remplaçais un collaborateur pendant la période de paye et je devais gérer un dossier de 20 payes hyper simple de prime abord. Et donc, je reçois la navette et je commence à analyser donc, le fameux tableau Excel et je comprends rien en fait. Le gars, il avait écrit des choses et qui lui paraissaient logiques pour lui Ouais, c'est parce qu'il clair. se comprenait dans son jargon, mais je comprenais rien. Et je me rappelle, il avait écrit 1300 € de prime brute nette. Ouais, d'accord. C'est net Et ou je c'est me suis brut, dit, quoi? et en fait, et moi, je me suis dit, je vais pas appeler le client parce que peut-être que c'est moi qui comprends pas. Donc, j'essaye de raisonner, de me dire, mais et juste pour enfin conclure, qu'en fait, il a juste mal écrit le truc et que je suis obligé de l'appeler. Donc, je l'appelle une fois, je lui dis, ouais, j'ai pas compris ça. Il me dit, mais non, mais brut, ça veut dire que je la veux brute, mais je veux 1300 € net. Et donc, lui, il comprenait pas pourquoi je lui posais la question parce que dans son jargon, c'était logique. Ouais, je vois, je Et donc, comprends. moi, je passais pour
Le le dindon bête, de la farce, ouais, le tu dindon de vois. la farce, il me prenait pour un incompétent, alors qu'en fait, là, c'était juste le format de transmission de Ah, je comprends. l'information qui était pas qualitatif. Ok, hyper clair. Donc, raconte un peu, donc, vous utilisez aujourd'hui Popay pour la gestion de la paye. Essaye de permettre à nos auditeurs et ceux qui nous regardent de visualiser quel est le problème que vous résolvez et comment ça vous a aidé à produire la paye aussi beaucoup plus rapidement pour les gestionnaires de paye en interne. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le client, lui, ça lui prend la tête de devoir faire des devoirs pour que le gestionnaire de paye puisse produire des payes. Donc c'est Hmm. un travail supplémentaire qu'on lui rajoute, un travail administratif qu'on va le devoir lui rajouter pour pouvoir faire des payes. Donc le client, déjà, ça le saoule, clairement. De l'autre côté, on a le gestionnaire de paye qui, lui, est un technicien de la paye, donc aime la technique, vérifier, voir les plafonds, rentrer vraiment en profondeur sur le sujet de paye. Et ce qui lui prend la tête au gestionnaire de paye, c'est de recopier des informations de paye que le dirigeant lui a transmis de manière approximative et partielle, parce que ça le saoule. Donc finalement, aucun des deux acteurs qui participent à la production de la paye n'est satisfait de ce processus actuel. Hmm. Donc nous, ce qu'on avait voulu faire initialement en tant qu'expert comptable, c'était de proposer une sorte de navette digitalisée qui permettait de structurer l'information des variables de paye et qu'elle remonte automatiquement dans les éléments de paye du logiciel de paye. Sauf que si on fait ça, on résout le problème d'un côté, mais pas de l'autre. Le client, il a toujours ses devoirs à faire. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée un outil qui facilite la gestion RH du client, donc qui lui améliore sa vie en termes de gestion d'entreprise, mais qui sert, sans que le client ne le sache forcément, les intérêts du cabinet en automatisant la remontée des informations dans le logiciel de paye. Et donc là, on supprime les tâches chronophages côté dirigeant, Hmm. les tâches chronophages côté gestionnaire de paye. Le gestionnaire de paye, lui, peut se focus sur ce qu'il sait faire de mieux, la vérification de paye. Il n'y a plus d'erreurs de recopiage dans les bulletins, donc on augmente la qualité de la paye côté cabinet. Et donc, on crée un système de valeur qui est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le dirigeant, gagnant pour le gestionnaire de paye et gagnant pour le cabinet. Hyper clair. Donc, vous utilisez cette solution, vous la déployez aussi à d'autres cabinets qui peuvent l'acheter pour leurs propres besoins. Mais aussi, est-ce que tu penses que la paye, je crois qu'on le disait en off, tu peux avoir des missions additionnelles avec la paye en cabinet, donc tu peux ramener mais une mauvaise gestion de la paye, ça te fait fuir aussi un client. Alors, clairement, et nous, on le voit, on gagne des beaux dossiers. Les plus beaux dossiers qu'on a gagnés, c'est grâce à la paye qu'on les a eus. Donc, c'est via la proposition de mission de paye. Et les dossiers qu'on peut perdre, ok, ou que les cabinets perdent de manière générale, c'est à cause de la paye. Pourquoi? Parce que c'est tellement délicat, on touche à l'argent d'employés. Donc, le seuil d'acceptabilité en termes de qualité est beaucoup plus élevé en paye qu'en comptabilité. En comptabilité, si on se plante sur une TVA de 10 euros, personne ne s'en rendra compte, on peut corriger le mois prochain. Par contre, si tu essaies de te planter de 10 euros sur le bulletin de paye d'un employé, ne t'inquiète pas que l'employé va le remarquer à juste titre et te les réclamer immédiatement. Et ça met l'employeur dans une posture délicate où il demande à son employé d'être irréprochable dans l'accompagnement de ses clients, mais lui n'est pas capable d'être irréprochable vis-à-vis de ses employés. Donc c'est un peu ça le message qui est perçu par les employeurs. Donc Ouais, je vois c'est bien. hyper important pour les cabinets de fournir un travail de qualité. Donc la paye, même si on considère que c'est une activité accessoire dans les cabinets, c'est une activité qui est hautement stratégique parce qu'elle permet de développer et de fidéliser les clients, tout simplement. Et puis d'ailleurs, quand tu as un client qui a ne serait-ce qu'un employé, en fait, c'est déjà, tu peux déjà le rentrer dans ton portefeuille. Et puis, en fait, s'il rentre dans ton écosystème de cabinet comptable avec toutes les solutions que tu peux lui proposer, la compta, la fisca, le juridique, et puis la paye, du coup, tu crées j'ai presque envie de dire, tu peux créer aussi une forme de dépendance du client vis-à-vis du cabinet, parce qu'en fait, tu apportes tellement, sous réserve que le travail il est bien fait, bien sûr, tu apportes tellement une valeur sur chacun des pans que lui ne peut plus se passer de toi. Et donc, en fait, tu augmentes la valeur client euh, avec ce genre de mission additionnelle. Mais du coup, ça fait peur au cabinet parce que c'est pas tout à fait dans leur ADN. Comment on pourrait les rassurer justement pour se dire, bah si, en fait, il faut développer des missions dans le social. Encore une fois, c'est pour les raisons que je Enfin, viens il faut. d'évoquer, c'est que c'est de la pure logique. Si on prend, il y a des cabinets qui décident de ne pas faire de paye. Vous prenez une entreprise qui est en recherche d'un expert comptable et qui a des salariés. Donc, elle va chercher un expert comptable ou en tout cas un cabinet qui l'accompagne sur la compta et la paye. Mais si mon cabinet ne fait que la compta, ils vont devoir trouver un autre cabinet pour la paye. Ce qui veut dire que je serai sur la sellette
Hmm. tout le temps, et je serai menacé par le cabinet qui sera en mission en simultané avec moi sur la partie paye, parce que potentiellement, un jour, le dirigeant peut se réveiller en se disant ben, je veux parler qu'avec un seul cabinet, c'est plus simple, et je réunis tout. Et vu qu'il ne peut pas réunir la paye chez toi, donc il va aller chez le concurrent. Carrément. Au niveau des skills à développer, à avoir pour être un bon gestionnaire de paye, en gros, gestionnaire de paye niveau 5, tu l'as dit tout Ouais. à l'heure, c'est quoi les compétences qu'il doit avoir justement pour rentrer et faire bien son travail? Ok, alors je risque de pas être exhaustif, mais je pense que principalement, il faut beaucoup de curiosité et il faut aimer fouiner, chercher, se débrouiller par soi-même pour aller comprendre quelles sont les nouveautés sociales, quelles sont les nouvelles problématiques, comment les traiter, comment aller trifouiller dans le logiciel pour pouvoir gérer une demande spécifique d'un client. Donc cet aspect curiosité et fouineur. Ouais, parce que en fait, ça veut dire que c'est un métier qui évolue tout le temps. En En gros, de permanence. mois en mois, tu peux potentiellement devoir te remettre en question Clairement, parce que les conventions collectives, elles sont mises à jour, il y a pas forcément de d'intervalle manière de temps, aléatoire, ouais. de manière aléatoire. Il y a des nouveautés, il y a des jurisprudences aussi qui sortent. Il y a des décisions de justice de manière beaucoup plus générale qui sortent tous les jours. Hmm. Et donc, il faut pouvoir en fait naviguer dans cet environnement hyper mouvant. Et il faut avoir cet esprit de curiosité de se dire, bah, en fait, ce que je sais aujourd'hui, c'est peut-être pas c'est potentiellement erroné demain. Donc, il faut que je puisse aller vérifier systématiquement que mes données ou que mon niveau sur le plan légal et conventionnel est toujours à jour. Donc, ça, c'est le critère numéro un. Le Ok. critère, tu veux rebondir dessus peut-être? Ouais, du coup, alors, critère numéro un, est-ce que tout de suite on pourrait avoir des ressources justement qu'on doit avoir justement pour rester à jour? C'est quoi les solutions que les gestionnaires de Alors, paye peuvent? il y a différents. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un service juridique en ligne qui s'appelle SVP. Ok. Mais après, il y a pas que ça. Donc, eux, ils mettent à disposition des experts juridiques, mais surtout une documentation, les LAMI, en fait, les différents Ah oui, LAMI oui. avec les synthèses de conventions collectives. Il y a les éditions Francis Lefebvre aussi qui proposent ça. Il y a d'autres outils de veille légale et conventionnelle qui proposent ça. Il y a des revues, la revue fiduciaire, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais Ça, il y c'est a du contenu. obligatoire. Ça, pour ce C'est job et pour cette. c'est obligatoire. Ouais, ouais, je vois. C'est obligatoire. Et si c'est pas, en tout cas, à l'échelle du cabinet, il faut qu'il y ait au moins une personne qui s'approprie ces sujets. Hmm. Mais pour être un gestionnaire de niveau 5, un gestionnaire de paye de niveau 5, il faut avoir cette appétence pour ces sujets-là et pour la nouveauté. Le critère suivant, pour moi, c'est la rigueur. Parce que finalement, on peut être le plus intelligent, le plus technique sur les sujets de paye. Si les payes sont truffées d'erreurs, le client va laisser passer une fois, deux fois, et à la fin, ça va lui prendre la tête et il va vouloir switcher. Donc la rigueur, il faut être très rigoureux et très précis dans la manière de travailler, et parce que ça peut faire défaut. Le troisième critère, c'est être très au fait des attentes du client. Il faut pas imposer, il faut pas se dire, bah, moi je travaille comme ça. Il faut dire au client, bah, comment vous aimez fonctionner, et essayer d'amener le client dans ce que nous, on aimerait avoir. Hmm. Et essayer de voir où il y a des points de convergence et où il n'y en a pas. Et essayer de trouver une solution sur sur les éléments où il y a pas de convergence. Il y a l'aspect aussi organisation. Vu que c'est un travail qui est très saisonnier, finalement, il y a une saisonnalité dans le mois. Donc ça revient tous les mois, mais c'est généralement entre le 20 et le 5 que les payes se font. Donc il y a une concentration de travail à ce moment-là. Il faut être hyper organisé et bien cadrer ses clients, mais dans le bon sens du terme, mettre clairement les règles du jeu en place pour s'assurer que tout va se dérouler correctement et que le travail va se faire convenablement et pas au détriment de la qualité. Mais du coup, on pourrait se dire, mais tu vois, c'est un job où on bosse du 20 au 5. Il fait quoi le reste du temps? Alors après, il y a toujours des choses à faire, faut pas s'inquiéter, hein. Généralement, entre le 5 et le 15, c'est tout l'aspect déclaratif, Ah oui, parce que oui. les DSN, elles se font entre le 5 et le 15. Et ensuite, entre le 15 et le 20-25, on va surtout avoir le rattrapage des demandes qui pouvaient attendre le mois dernier et sur lesquelles on doit donner des réponses aux clients. Plus les onboarding de nouveaux dossiers. Hyper clair. Euh, Au niveau des profils que vous avez, vous, en interne, où est-ce que vous êtes parti les chercher? C'est quoi leur expérience précédente? Pour qu'on puisse aussi comprendre, c'est quoi le chemin pour arriver aussi jusqu'ici? Alors nous, on n'a pas eu de profil type. On a eu des profils qui faisaient partie de l'ancienne école de cabinet, donc dans l'ancienne génération où ils faisaient de la compta et de la paye, mais ils avaient plus
fitter avec la paye qu'avec la compta, donc Ok. ils se sont reconvertis en gestionnaire de paye. On a des collaborateurs qui se sont formés complètement sur le tas, et on en a beaucoup. Et on a pu le faire parce qu'on a un système de formation en interne et de coaching des plus anciens qui est fabuleux. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de prendre des gens qui avaient sur le papier les critères recherchés, donc la rigueur, la curiosité, l'aspect relationnel, l'aspect outil aussi, mais qui n'avaient pas de mise en pratique. Et donc on les a formés, ce qui leur a permis de monter en compétences. Ça me fait penser à mon expérience personnelle. J'ai bossé dans un cabinet où je pense j'avais une quinzaine de dossiers, je pense, en paye. Mais du coup, je n'en avais jamais fait de ma life, quoi. Tu vois. Et je suis arrivé à ce moment-là et il m'a dit, bah tiens, je vais te donner des payes à faire. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper. Alors moi, j'avais bien aimé faire ça parce que je trouvais qu'il fallait aller chercher pas mal d'informations et je trouve que c'est un job qui peut te faire vraiment monter en compétences très vite. Hem, Sur plein de sujets différents et ça te permet aussi de comprendre des industries parce que les conventions collectives, elles sont calquées aussi pour répondre aux besoins de certaines branches ou certaines activités et donc c'est vrai que c'est pas tout à fait, toujours la même chose. Il y a des choses qui sont, particulières, mais en tout cas, moi, je suis de cette école où, le cabinet, enfin, c'est le collab, comptable qui faisait la Qui paye. faisait ça, mais c'était le modèle d'avant. Et il y a un côté vertueux à cela, c'est que les collaborateurs avaient une parfaite connaissance de de tout le périmètre de l'entreprise du client. Et ils savaient faire les liens entre les sujets compta et les sujets paye, Mmh. ce qui est un peu moins évident aujourd'hui, puisque comme c'est polarisé, les interactions ou les réflexes, on peut les perdre. Et c'est pour ça que moi, je conseille systématiquement aux experts comptables en cours de formation, bien ils ont plus tendance à intégrer des pôles compta, de faire un stage ou de passer un petit peu sur la partie Mmh. paye pour pouvoir adopter ces réflexes-là. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un peu flipper, tu vois? Parce que, il y a un triptyque. Il y a, le client, il y a lui. Il faut faire attention que la paye soit juste parce que lui aussi, il peut encourir un risque envers son salarié, envers, la législation, envers l'URSSAF et tous ces donc lui, c'est un peu la pression, tu vois? Pour lui et donc forcément, je pense que cette mission, si tu la manages bien et tu la gères bien et que tu rassures bien ton client, c'est OK. Par contre, ça quand même, ça peut faire flipper. Moi, je me rappelle quand je faisais ça à l'époque, je t'avoue que bon, moi, je suis un peu une tête brûlée, donc je m'en fous un peu. J'y vais, j'avais pas, trop peur de faire des erreurs, mais ça m'est arrivé d'en faire, quoi. Ouais, alors c'est pour ça que nous, déjà, on back. On a créé des binômes, c'est que pour les dossiers un peu touchy, un peu délicats, on aime bien être challengé et ça permet Ouais. de ne pas être tout seul dans son coin à devoir gérer des problématiques. Mais par contre, quand on est dans une démarche d'apprentissage, c'est progressif. D'abord, on va donner des dossiers qui sont faciles parce que les dossiers n'ont pas le même degré de complexité. Ouais, bien sûr. On va donner des présidents de SASU, où on sait qu'il n'y a pas trop d'enjeux, même s'il y a une erreur de 10 euros, vu que c'est le président avec lui-même, donc pas très grave. Et il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Après, on va monter sur des boîtes où il y a un peu plus d'employés, mais sur des conventions collectives plus simples. Et après, on va monter crescendo pour arriver sur des thématiques ou des secteurs d'activité hyper spécifiques comme la production audiovisuelle avec les intermittents du spectacle ou le BTP. OK, hyper clair. Est-ce que, hem, combien ça gagne à peu près un gestionnaire de paie en cabinet, Alors, au niveau de la rémunération? Alors, il y a de tout. Il y a les juniors et les plus seniors. En fonction des régions en France et des secteurs géographiques, de l'expérience, et cetera, ça commence à peu près à 30-35 et ça peut monter parfois sur des responsables de pôle paye, des salaires qui avoisinent ceux de chefs de mission en comptabilité, donc les 50, 60 et plus. OK, hyper clair. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter justement sur, ce métier de gestionnaire de paie? Peut-être un message de fin pour, permettre à nos auditeurs, je sais pas, d'avoir cette conclusion, sur Ouais. soit ta vision sur le long terme aussi, ça peut être intéressant de voir comment tu projettes et tu imagines, le monde à venir quand tu vois qu'il y a plusieurs solutions, donc la vôtre, les outils technologiques. C'est quoi l'avenir de ce métier et l'avenir de ce métier dans les cabinets? Alors, je pense que, alors, l'avenir de ce métier, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir parce que le système social français, en tout cas, Ouais, bon là, tend à se complexifier. Et même si on parle de simplification, en réalité, c'est une simplification de forme à la limite, mais pas de fond quoi, derrière, dans le fond, ça c'est reste aussi l'usine. complexe. Où, enfin, le jour où on arrivera à une simplification de fond, c'est qu'il y aura eu quelque chose de grave parce que c'est limite un contrôle alt-sup Ah, qui je serait vois. arrivé. Mais, mais c'est pas prêt, en tout cas, de se simplifier. Donc, c'est un métier d'avenir. Et c'est juste que le marché est en tension. Il y a de plus en plus de demandes, mais le marché est en tension. Et vu que les cabinets n'ont pas de stratégie sur la paye à proprement parler,
on peut, et que les éditeurs de logiciels aussi augmentent leurs tarifs, ce qui fait que les coûts augmentent côté cabinet. Et c'est pas dit que les cabinets soient tous en mesure de continuer à faire de la paye, sauf s'ils décident d'investir massivement là-dessus. Donc on risque d'assister à une sorte de concentration des acteurs de la paye et de moins en moins de cabinets, notamment la nouvelle génération, qui en fera. Parce qu'elle n'a pas la compétence, parce que c'est trop cher, c'est compliqué à manager, à recruter, etc. Mais les gestionnaires de paye, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui le vrai copilote du dirigeant d'entreprise. C'est lui qui parle le plus souvent aux dirigeants d'entreprise. C'est pas le collaborateur comptable et encore moins l'expert comptable. Donc c'est lui qui doit être la vitrine du cabinet et qui doit être le premier à rassurer le client. Donc c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est grâce à la paye que les cabinets auront des clients et c'est à cause de la paye qu'ils en perdront. Bon, bah, en fait, tu as mon accroche LinkedIn pour la sortie de cet épisode, Bon, Samuel. voilà, c'est fait. Ok, trop bien. Merci beaucoup, en tout cas, Avec Samuel, plaisir, Nicolas. d'avoir parlé de ce job de gestionnaire de paye. Si vous souhaitez vous former à Popay, eh bien, allez directement sur la plateforme Counter. Vous avez Samuel qui a ce profil expertise comptable, mais qui a aussi dans son expérience personnelle, bah forcément, eu à graviter avec la gestion de la paye. Et on le voit comment aussi vous avez structuré la paye au sein de votre cabinet. Et puis voilà, bah, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous le faire savoir directement en commentaire. Les likes, les 5 étoiles, ça fait plaisir. Et puis, bah, ça montre que aussi ce qu'on vous apporte chez Counter, ça vous apporte de la valeur. Donc, si vous souhaitez vous former gratuitement à Popay, allez directement en description de cette vidéo. Et puis, bah, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Ciao.